Cathy a un travail, pourtant elle vit avec ses 2 enfants dans une chambre d'hôtel. 3 millions de victimes de la crise du logement vivent ainsi dans des conditions indignes, parfois pour des prix exorbitants. Au-delà du constat, la journaliste Maëlle Joulin a accompagné Cathy dans son combat pour trouver un logement décent. Des mois de lutte auprès des bailleurs sociaux ou des politiques impuissants face à la crise. Que je sois de droite ou que je sois de gauche, je m'en fous. Je vous le dis franchement, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'on arrive à construire dans ce pays. C'est tout. Il y a aussi ceux qui profitent de la misère des mal logés. Cellules de crise dénoncent comment des marchands de sommeil ont durant des mois escroqué les services sociaux et détourné plusieurs milliers d'euros. C'est 2 790 € par mois. Et voilà la douche. La deuxième enquête de cellules de crise est consacrée à ces jeunes, souvent mineurs, qui consomment avec excès drogue et alcool. Une génération aujourd'hui en danger. Philippe Baudet a enquêté sur la fascination de ces jeunes pour la défonce. Vos interdictions, on en a strictement rien à foutre, on a envie de se bourrer la gueule, on est majeur et vacciné, on fait ce qu'on veut. Il dénonce la responsabilité des industriels de l'alcool. Cellule de crise a également rencontré les médecins spécialistes des addictions qui aujourd'hui s'alarment. Pourquoi tout d'un coup tu consommerais pour l'envie de te tuer? T'as envie de te tuer? Et que peuvent faire les parents, comme Nathalie, qui se bat pour éviter que sa deuxième fille ne sombre dans la drogue et ne se suicide comme sa fille aînée? C'est le tout début de l'hiver dans les rues d'Angoulême. Convoi spécial. Dans la voiture de tête, Christine Boutin, la ministre du Logement. Son cabinet lui a organisé une visite express. Le logement est un dossier urgent. Elle veut donner l'image d'une ministre active qui se bouge. On découvre une ministre sous pression. Je pense que vous-même, la presse, vous n'avez pas pris la mesure de la gravité de la situation en ce qui concerne le logement. On ne peut pas l'instrumentaliser, la crise du logement. On ne peut pas jouer avec ça. Il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants qui ne sont pas logés. Et on ne peut pas simplement, pour la guérilla de la droite et de la gauche, nous opposer les uns aux autres. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas pour les gens qui sont concernés. J'espère que vous avez un logement. Moi, j'en ai un. Je suis tranquille. Mais franchement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans cette situation. Et moi, ma responsabilité, que je sois de droite ou que je sois de gauche, je m'en fous. Je vous le dis franchement, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'on arrive à construire dans ce pays. C'est tout. Le reste... C'est pour ça que je vous le dis avec passion. La crise du logement, c'est le sujet sur lequel nous avons choisi d'enquêter. De retour à la rédaction de Cellules de crise, je montre la scène à laquelle j'ai assisté. En colère, Madame Boutin. Ouais. Pour que même la ministre du Logement s'énerve et dise la crise est grave, c'est vraiment que la crise est grave, quoi. Ça veut dire on construit pas dans Paris? C'est quoi le problème, là? On construit, quand même, mais ça prend du temps de construire, et puis on construit depuis trop peu de temps. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, par rapport au nombre de gens qui ont besoin d'un logement et par rapport aux constructions, finalement, on a pris du retard. Voilà. Donc là, on est en plein dans la crise. Qu'est-ce qu'on démontre? On suit quelqu'un dans son espèce de parcours du combattant? Donc là, justement, je commence à rentrer en contact avec une jeune femme qui s'appelle Cathy, qui habite à l'hôtel depuis un an, un peu plus d'1 an. Et donc, qui, je trouve, est assez représentative de toutes ces personnes qui sont mal logées et qui sont vraiment en situation de mal logement parce qu'elles n'ont pas le choix. Elle serait prête à témoigner du fait que voilà, elle n'est pas différente d'une autre, sauf qu'elle est mal logée. Ok. Mon enquête débute un matin d'hiver dans le 10e arrondissement de Paris. J'ai rendez-vous avec Cathy qui habite à l'hôtel. Une caméra discrète s'impose pour ne pas alerter le propriétaire. Une trentaine de familles vivent ici en permanence. Cathy loge dans une chambre au premier.
À 23 ans, elle est déjà maman. Allez, vas-y, bois. Son fils a 18 mois, sa fille 3 ans. Ils vivent à 3 dans 16 mètres carrés à peine. Cathy a échoué là il y a plus d'1 an. Elle a toujours autant de mal à s'y habituer. En apparence, c'est propre, mais c'est infesté de cafards, en fait. Donc, il y en a partout sur les murs. Voilà, justement, il y en a un. Puis il se cache dans tous les recoins. Il y en a énormément. Les cafards lui donnent le blues, mais pas autant que ses valises qui servent de placard. Ouais, en quelque sorte, c'est le dressing. Donc, chacun a sa valise. Ça, c'est celle de ma fille. Celle qui est en dessous, c'est celle de mon fils. Puis moi, les miennes, elles sont là. Et c'est vraiment une chambre qui est faite pour un très court séjour parce que y a pas de cuisine, il n'y a pas d'armoire. Enfin, c'est vraiment du dépannage, entre guillemets. Hein. Ce matin, pas vraiment de petit déjeuner pour les enfants, juste un biscuit. Car pour faire la cuisine, Cathy doit se rendre au sous-sol. Cette pièce est réservée aux clients de l'hôtel. Mais vu l'état des lieux, on a du mal à appeler ça une cuisine. Voilà, là c'est la cuisine, donc là il y a des plaques électriques pour faire à manger. Ça c'est le réfrigérateur. Et tu mets des choses à l'intérieur? Jamais. Là la porte elle tient même pas bien, c'est pour ça qu'ils ont mis... Voilà. Vous faites la cuisine ici, en bas ou... Non, juste dans ma chambre. Vous faites dans la chambre? Oui. Mais c'est quand même dangereux dans la chambre. Non, je ne peux pas. Le matin, dans la chambre, non. Parce que je ouvre la fenêtre des toilettes. Ah ouais. Bah moi, la dernière fois, j'ai trouvé 2 rats et la porte du frigo, elle était ouverte. Ben ils oui. étaient en train de manger Ben dedans. oui, comment on va faire? C'est ça. Moi, je vais laisse passer. Bon, bonne journée. Hormis ces conditions de vie déplorables, Cathy n'a pas l'air très différente des autres filles de son âge. Comment en est-elle arrivée là? Moi, quand j'étais petite, je voulais faire vétérinaire. J'écoutais pas trop, je parlais beaucoup en classe, mais j'étais quand même une bonne élève et puis je travaillais très bien à l'école et mes parents étaient satisfaits. J'ai été élevée, on va dire, un petit peu de façon stricte. J'étais pressée en fait d'arriver à 18 ans et de partir de chez mes parents, d'avoir ma liberté. Et c'est ce que j'ai fait en fait dès que j'ai eu 18 ans. J'ai même pas passé mon bac, j'ai tout plaqué et je suis partie en fait. Cathy rejoint Paris. Elle se marie très vite, persuadée qu'avec lui, elle sera à l'abri. Bon, on avait un logement, même si c'était petit, c'était un studio de 28 mètres carrés. J'ai travaillé à peu près 1 an en contrat de qualification. Et ensuite, suite à ma grossesse, j'étais obligée de l'interrompre. Mon ex-mari, lui, n'avait pas d'activité professionnelle. Donc là, on a commencé un petit peu à compter l'argent. Ensuite, après, avec la deuxième grossesse, là, ça a fini de nous achever complètement. On s'est retrouvés à la fin du bail. Et le propriétaire, étant donné qu'on ne s'entendait pas trop bien avec lui, il nous a pas renouvelé le bail. Et ensuite, l'expulsion. Et là, voilà. Aujourd'hui, Cathy est en instance de divorce et sans logement. Le père de ses enfants ne lui verse aucune pension alimentaire. Cathy travaille pour s'en sortir. Elle est secrétaire médicale, un emploi qu'elle aime, mais qu'elle n'exerce qu'à temps partiel. Résultat, un salaire insuffisant et pas de logement. C'est impossible de trouver un logement dans le privé. On demande 3 fois le montant du salaire en général. Et moi, étant donné que mon salaire est de 875 €, il faudrait que je trouve un logement de 250, 300 € et c'est impossible. Donc, j'aurais même pas une chambre de bonne avec ça. En attendant une HLM, Cathy se sent piégée dans son hôtel, T'as faim? dans sa vie. C'est vrai que la plupart des gens attendent d'avoir un appartement, un boulot stable, pour pouvoir envisager de fonder une famille. Et moi, j'ai fait le contraire, en fait. J'avais rien du tout dans les mains, j'ai fait des enfants. Et maintenant, voilà, je travaille, je cherche un appartement. Regarde. J'ai ma part de responsabilité, mais je pense que l'État aussi a une part de responsabilité là-dedans. Le fait d'avoir un logement, c'est un droit fondamental,
Normalement, je ne devrais pas être dans cette situation en train de me battre, en train de faire tout mon possible pour avoir un logement. Ça devrait être un droit, voilà. Vous avez besoin d'un logement, bah, l'État vous en fournit un, tout simplement. Le logement est-il un droit? Doit-on rendre l'État responsable? Quelle solution pour les gens comme Cathy? En France, 50 000 personnes vivent à l'hôtel. Une solution par défaut, car si cela leur évite la rue, ce système coûte très cher à l'État. Tous les mois, Cathy bénéficie d'une aide financière pour payer sa chambre. Pour toucher son argent, elle se rend à un distributeur un peu spécial. Bonjour. Ces guichets ne sont pas ceux d'une banque. Ce sont ceux de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, une caisse de solidarité publique. Ah, tu vas toucher combien là? 800 €. Et sans cet argent, impossibilité de payer l'hôtel. Bah ouais, il manquerait une partie. Parce que je ne peux pas payer 1500 toute seule. Merci. Dans le sac de Cathy, 800 €. Une aide financière réservée aux parents vivant avec leurs enfants à l'hôtel. Et pour Cathy, c'est une somme. Quelquefois, quand je vais chercher l'argent rue Bichat, j'ai envie de prendre l'argent, je dis allez hop, je pars, je prends mes enfants, je pars dans un autre pays avec tout cet argent-là. Cathy rêve un peu, car ses billets, elle ne les garde pas plus de 10 minutes en poche. Cette aide va lui permettre de payer la moitié de sa chambre d'hôtel. La totalité de son salaire paiera l'autre moitié. L'hôtel, c'est 50 € la nuit. Chaque mois, Cathy donne 1 500 € au propriétaire. Et ici, monsieur, c'est votre chambre la plus chère, hein? Enfin, c'est les moins chers à 50 €? Non. Non? Il y a moins cher? C'est la moins chère, oui. C'est la moins chère? Il y a le plus cher. Il y a plus cher, hein? Il y a 25 autres chambres dans cet hôtel, toutes occupées par des familles. Le chiffre d'affaires de cet hôtelier est de 50 000 € par mois, la moitié payée par l'aide publique. Moi, j'ai jamais eu autant d'argent. Et quand je vois que c'est dépensé pour des marchands de sommeil sans scrupules, qui profitent de la pauvreté et de la misère, je sais pas, moi, ça me choque. Cathy a du mal à boucler ses fins de mois. Une fois l'hôtel payé, il ne lui reste que 900 € d'allocation familiale. 900 € pour payer la crèche, la nourrice, la cantine, les frais d'une mère et de ses 2 enfants. Bref, plus grand-chose pour vivre. Le système des hôtels est absurde. Et à la rédaction de Cellules de crise, on a du mal à y croire. Voilà, Cathy, elle paye 1 500 €, donc de loyer tous les mois à son hôtel. Alors avec les aides, elle a à peu près 2 000 €. Et avec 2 000 €, elle ne trouve pas un appart décent? Ben non, parce que les appartements privés, ils se basent sur son revenu salarial, en fait. C'est absurde, absurde. Totalement absurde. Tous les jours, l'État dépense 1 million d'euros pour les hébergements à l'hôtel. Une manne qui attire forcément les convoitises. Ce soir-là, je dois justement rencontrer une famille. Les Beneladj se disent victimes d'un hôtelier marchand de sommeil. Première surprise, ce hall n'est pas celui d'un hôtel. Bonjour madame. Et la suite n'a rien à voir non plus avec une chambre d'hôtel. Bonjour monsieur, bonjour. Entrez. Alors madame Beneladj, en principe vous habitez à l'hôtel, mais ici c'est un appartement? Ah oui, c'est un appartement, oui. Vous pouvez nous montrer un peu où vous êtes? Oui, voilà, celui-là c'est le salon et la cuisine. Et j'ai une chambre. Il y a combien de personnes qui dorment dans la chambre? 6. J'ai 2 filles, 2 garçons et moi et mon mari. Ah, vous dormez tous dans la même chambre? Oui, oui. Et le loyer, il est de combien ici, madame? C'est 2 790 € par mois. 2 790? Oui, pour 36 mètres carrés. Et voilà la douche. Ah oui, il n'y a pas de douche en fait là. Non. Et voilà, il y a même un trou ici et tout. Voilà. Donc vous vivez sans douche et sans toilette? Non, ça fait 1 an. Pas de toilette, pas de douche, ce n'est certainement pas un hôtel. Pourtant, il y a bien une facture, 2 790 € avec le nom d'un hôtel. Mais moi, j'habite à Sur présentation de cette facture, l'aide sociale à l'enfance verse 2 fois 1 048 € à la famille,
soit chaque mois plus de 2 000 €. Ensuite, cette famille reverse tout l'argent à ceux qui ont établi la facture d'hôtel. Nous sommes au cœur d'un détournement de fonds publics. Qui en profite? Nous remontons la piste grâce à la boîte aux lettres de la famille que l'on vient de rencontrer. On peut y lire 2 noms. Ce deuxième nom, c'est celui du véritable locataire de l'appartement. La preuve sur ce bail que nous nous sommes procurés. Le loyer y est même indiqué, 760 €, soit presque 4 fois moins que la somme réclamée à la famille. Le 2 pièces a donc été sous-loué en tant que chambre d'hôtel. Le propriétaire de l'appartement est-il au courant? Nous allons voir l'agence immobilière qui gère cet appartement. Ah ben nous on a loué madame qui? C'est ça, elle vous a jamais dit que c'était pour faire une sous-location? Non, mais absolument pas. En résidence hôtelière? Mais bien sûr que non, jamais. Le locataire n'a donc informé personne de la sous-location. Pour preuve de sa bonne foi, l'agent immobilier me montre le bail. Destination des locaux, usage exclusif d'habitation principale. Et il y a interdiction de sous-louer, je vais vous le montrer aussi, puisque ça aussi. Une sous-location illégale. Pourtant, la famille Beneladj paye bien des factures établies au nom d'un hôtel. Je me rends donc à l'adresse indiquée sur ces factures. C'est bien un hôtel. Devant la porte, un homme d'un certain âge, c'est le propriétaire des lieux, et c'est donc lui qui sous-loue l'appartement à la famille Beneladj. En fait, son hôtel est toujours complet, il a donc trouvé un moyen simple de l'agrandir. En faisant croire que l'appartement est une chambre d'hôtel, il peut encaisser l'aide publique réservée aux familles mal logées vivant à l'hôtel. Vous louez l'appartement 800 € et vous demandez 2 000 € en fait à la famille. On demande à la famille, c'est dans la chambre d'hôtel. C'est en 2 pièces. C'est calqué sur l'hôtel. Oui, mais du coup, vous, ça vous fait 1 200 € de bénéfice alors? Oui, mais il faut voir l'exploitation. Ah, vous faites aucun bénéfice, vous, sur ces 1 200 €? C'est ridicule. Ah bon? Je dirais, c'est ridicule. Peu de bénéfices selon lui. Mais dans Paris, il aurait ainsi logé 30 familles au moins. Arrive une femme qui fait aussi partie de la combine, elle sert de prête-nom. Mais vous savez qu'il y a des gens qui vous accusent même d'être des marchands de sommeil en fait, quelque part. Oui, c'est ça. Voilà, mais nous, on n'est pas marchands de sommeil parce qu'on n'emmagasine pas 5 dans une chambre. Hein. On leur donne des appartements avec des cuisines, des salles de bain et très nettes. Hein. C'est pas des petites chambres, des boui-boui ou des caves qu'on donne. Moi, je suis de leur côté. J'aime ces familles-là, personnellement. C'est ce que je dis à la direction du service social. Je dis, vous faites du social. Moi, je fais du super social. Des hôteliers qui font dans le social une belle découverte. Mais surtout, ils affirment avoir toutes les autorisations nécessaires, documents à l'appui. Voilà, 25 chambres autorisées, ça c'est l'hôtel. 30 appartements pour une capacité d'accueil de 122 autorisés. Et donc, voilà. Signé le préfet de police. Et avec à chaque fois les... Pardon, un jour oui, avec l'adresse, la capacité des champs, etc. Vous voyez bien les adresses, les capacités et tout ça. Les hôteliers prétendent donc avoir une autorisation de la préfecture de police. Cela me paraît suspect. À la préfecture, on a l'air gêné par cette affaire. Il me faudra appeler 4 fois avant d'obtenir une réponse officielle. Les documents que moi j'ai vus, oui. Vous avez vu, on doit appeler alors des cartons jaunes, c'est-à-dire qu'ils sont des récépissés de déclaration. Ouais. C'est un carton jaune, oui, effectivement, que nous avons vu. Tout propriétaire qui a plus de 2 appartements et qui loue en meublé est tenu d'en faire la déclaration auprès de la préfecture de police. En tout cas, de ce que je comprends, de ce que vous me dites, c'est pas une autorisation entière et totale à sous-louer ces appartements et à les transformer en résidence hôtelière. Ouais. Non, c'est pas une homologation, c'est juste une déclaration et on délivre un récépissé de déclaration. D'accord. Donc finalement, ça leur était assez facile, j'ai l'impression, à ces gens-là de mettre en place le système qu'ils ont mis en place, quoi, de sous-location frauduleuse d'appartements, en fait, en résidence hôtelière. Ouais. Toute l'arnaque repose donc bien sur un système de factures adressées à des familles soi-disant logées à l'hôtel. Le tout payé par l'aide publique. Ceux qui ont été volés, ce sont eux, les représentants de l'aide sociale à l'enfance. Du bout des lèvres, ils reconnaissent avoir été bernés. Si vous me dites le zéro défaut existe et la perfection est de ce monde, je vous dirais non.
Simplement, il peut y avoir, à un moment donné, il faut du temps pour se rendre compte qu'il y a des gens indélicats et que, voilà. Dès lors qu'on s'en aperçoit, on passe les consignes au service et on leur dit « stop ». Terminé, on n'utilise plus cet hôtel et s'il y a des gens dans cet hôtel, eh bien, il faut qu'on leur trouve une solution alternative. L'arnaque a duré plus de 2 ans avant que l'aide sociale à l'enfance ne s'en rende compte. Aujourd'hui, ces familles vivent toujours dans les appartements, mais faute d'allocation, elles ne peuvent plus payer le loyer. Comble de l'ironie, elles viennent d'être traduites en justice par l'hôtelier indélicat pour défaut de paiement. Chaque semaine, Cathy consacre une matinée entière à ses recherches de logement. Elle bénéficie d'un accord collectif, elle est donc prioritaire pour un logement social. Mais cela fait 9 mois qu'elle attend. Je la retrouve dans un café et lui suggère d'appeler la préfecture, car c'est là-bas qu'on traite les dossiers prioritaires. Avec la préfecture de Paris, service e-accueil, en charge des démarches et du suivi des... Oui, bonjour madame. En fait, j'ai un accord collectif et j'aurais voulu savoir s'il y a des personnes qui pouvaient me renseigner par rapport à ça. Alors, l'accord collectif, c'est justement un accord qui est passé entre la préfecture, la mairie et les bailleurs. Oui, tout à fait, oui. Et c'est le bailleur qui s'engage à reloger. Son interlocutrice lui a conseillé d'aller voir les bailleurs sociaux. Cathy choisit de s'adresser au plus important d'entre eux à Paris, l'OPAC. Mais elle n'est pas la seule à avoir cette idée. Ce jour-là, un collectif de mal logés a décidé de forcer les grilles. Je pense que ça va être dur d'aller à l'accueil parce que là, c'est vraiment blindé. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. C'est souvent que ça arrive, ça ça arrive, vous savez, c'est des périodes d'expulsion, des problèmes des logements. Face à ces femmes encore plus en colère qu'elle, Cathy semble un peu désorientée. Et puis elle repère un homme, il porte une cravate, elle se dit que c'est forcément quelqu'un d'important. Est-ce que moi, je peux savoir à quel niveau mon dossier il est? Est-ce que j'ai la possibilité de savoir où on est? Non, parce que la personne n'est pas là. Mais moi, est-ce que je peux prendre un numéro? Je peux la rappeler éventuellement ou... Vous pouvez l'appeler. Ça n'a l'air de rien, mais pour Cathy, un nom et un numéro de téléphone, c'est une victoire. Elle va enfin pouvoir s'adresser au bon interlocuteur pour son dossier. Ouais. Ça va, t'es contente? Ouais. Je pense que ça va bien me faire avancer les choses. Enfin, on verra bien. Le lendemain, Cathy appelle donc la personne dont elle a obtenu le nom. Allô? Oui, allô, bonjour. Je souhaiterais parler à madame, s'il vous plaît. C'est moi, bonjour. Bonjour, c'était concernant mon dossier, parce que j'ai un accord collectif. Là, tout de suite, j'ai pas. D'accord. Là, j'ai pas de tétro tout de suite. Bon. Bah, écoutez, je peux rien vous promettre. Oui. Mais bon, on a votre dossier. Et puis on vous fera signe dès qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup et je compte beaucoup sur vous. Merci. Je l'ai bien compris. Merci, au revoir. Bon courage, au revoir. Ce qui me donne cette force, moi, c'est mes enfants, parce que quand je les vois dans une petite chambre comme ça de 15 mètres carrés, ils n'ont pas de chambre, ils n'ont pas de place pour jouer. Moi, je pense à eux chaque fois que j'appelle. Voilà, c'est ma motivation, donc c'est ça qui me permet d'avancer. Pas d'appartement pour Cathy. Comme elle, ils sont 3 millions de mal logés en France. Le pays connaît la plus grave crise du logement depuis 40 ans. Vincent Renard est chercheur au CNRS. Nous lui avons demandé de venir à la rédaction. Pour lui, une seule raison à la crise, le manque d'anticipation du pouvoir politique. On s'était habitué à dire que la population n'augmente plus beaucoup. On s'était habitué à un chiffre de l'ordre de 300, 320 000. Et en fait, des travaux ont été faits depuis, on l'a regardé de près. D'une part, les Français se reproduisent, la démographie est beaucoup plus forte qu'il n'y paraît. On est les plus féconds d'Europe après les Irlandais, ce que personne n'avait prévu. Et enfin, le dernier point, c'est que les familles recomposées, à l'exemple du plus haut personnage de l'État, c'est très demandeur de logement.
C'est-à-dire les deux qui se séparent gardent chacun un logement, ils se remettent avec quelqu'un qui lui-même garde son logement, les enfants veulent pouvoir aller chez l'ex, chez le père, chez la mère, et globalement, on voit bien que les besoins sont beaucoup plus importants. Résultat, il manquerait 900 000 logements. Du coup, le prix de l'immobilier grimpe et laisse les familles les plus modestes sur le trottoir. Désormais, un Français sur deux estime qu'il peut se retrouver un jour à la rue. À l'hôtel, Cathy se sent au bord du gouffre. En dernier recours, elle écrit une lettre à Christine Boutin. Madame la ministre du Logement, je vous écris cette lettre afin de solliciter de votre bienveillance un examen plus approfondi concernant ma demande de logement. Et tu penses vraiment que la ministre du Logement peut faire quelque chose? Que c'est important et puis de toute façon, même si ça sert à rien, enfin qui ne tente rien à rien. Cathy me demande alors de l'aider à rencontrer la ministre en personne. C'est à la rédaction de Cellules de crise que nous allons nous poser la question. Pouvons-nous aider Cathy? Pour Cathy, quelles nouvelles? Oui, plusieurs nouvelles. Il se trouve qu'en fait, il y a une conférence sur les sans-logis qui se tient là dans 2 jours, où à Paris, où Madame Boutin, en fait, la ministre du Logement, doit venir pour faire une allocution de 10 minutes. Donc du coup, j'en ai parlé un petit peu à Cathy comme ça, et elle m'a dit présentez-moi le ministre. Voilà, est-ce que je pourrais pas essayer de lui présenter mon dossier? Voilà, il suffit de l'interpeller à la fin de sa conférence, et surtout Madame Boutin, c'est quelqu'un de disponible, qu'on peut approcher comme ça, donc je pense que c'est pas inconsidéré, c'est pas malvenu de le faire. Puisque nous, on a un accès à quelqu'un qui peut-être peut faire quelque chose pour elle, ce qui n'est pas sûr. C'est une très bonne idée, allez-y. Nous nous rendons à la conférence. Cathy nous accompagne et se glisse avec nous dans la salle. Elle ne veut pas laisser passer sa chance, elle se place au tout premier rang, à quelques mètres de la ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Président de la République... Madame la ministre du Logement, vivre à l'hôtel coûte cher. Sans compter le loyer déraisonnable, il faut également y ajouter les frais de nourriture. La laverie automatique coûte environ 15 € par semaine, soit 60 € par mois. Madame la ministre, je compte beaucoup sur votre intervention, car je sais que vous vous battez depuis toujours contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination. Je voulais juste vous présenter cette jeune femme en fait. Bonjour. J'aurais souhaité vous dire quelques mots. Donc voilà, moi vous avez parlé des personnes sans abri. Moi je suis pas sans abri, je vis à l'hôtel. Donc je suis toute seule avec 2 enfants. Je vous ai préparé un dossier avec un courrier. J'espère que vous êtes dans le 10e arrondissement, l'hôtel du Rose-Darclus. Et donc les conditions sont terribles. Il y a des cafards, il y a des souris. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc moi ça fait plus d'1 an que je vis dans cette situation. Je travaille. J'ai un emploi stable. Je sais bien sûr toutes ces situations. Moi, je vais regarder votre cas. Le problème que j'ai, si vous voulez, c'est que j'ai pas de logement. Oui, j'en suis consciente. Alors, c'est pas le tout de vous faire sortir. Il faut aussi que vous puissiez, que je puisse vous donner un logement. Voilà. Regardez ça. Merci beaucoup. Merci. Arrive alors l'un des conseillers de Madame Boutin. Il a le dossier de Cathy en main. Dans le 10e arrondissement. D'accord, parfait. Bon, ben moi, je vais vous rappeler Cathy. Je compte beaucoup sur vous. Et le maximum, non? Ouais. Parce que là, la situation, elle s'éternise et ça fait déjà plus d'1 an. Et je bénéficie d'un accord collectif aussi également. Donc, je vous rappelle en fonction du contingent, d'accord? D'accord. Merci. Oui, bien sûr, parce qu'en dehors de... Le fait qu'elle ait pris mon dossier devant la caméra pour le refiler après à un sous-traitant, je peux trouver ça très sympa. Mais bon, j'espère qu'ils s'en occuperont quand même. Et puis voilà, je lui ai déjà quand même passé. Et puis il a dit qu'il me rappellerait. Donc bon, je pense que s'il a pris cet engagement, c'est qu'il allait le faire. Madame la ministre s'en va. C'est elle qu'elle porte tous les espoirs de Cathy. Coup de théâtre,
Quelques jours plus tard, Madame Boutin fait la une des journaux avec l'annonce de la démission de son directeur de cabinet. Révélée hier, l'affaire avait pris valeur de symbole en pleine polémique sur les problèmes d'hébergement. Jean-Paul Boluffer, directeur de cabinet de Christine Boutin, a donc remis sa démission ce matin après avoir été épinglé. Depuis 1981, Jean-Paul Boluffer et sa famille occupent un appartement de 190 mètres carrés appartenant à la ville de Paris. Il ne s'agit pas d'une HLM, mais il paye seulement 1 700 € charges comprises, dans un quartier où les loyers coûtent plus du double. 3 semaines après sa démission, l'ex-directeur de cabinet de Christine Boutin accepte de me rencontrer. À une seule condition, qu'on ne filme pas son visage. Il ne veut plus faire parler de lui et me remet un courrier en guise d'explication. Je suis locataire d'un appartement n'entrant pas dans la catégorie des HLM. J'ai proposé que mon loyer soit mis au prix du marché à Bertrand Delanoë, qui l'a refusé. Je n'ai pas la vocation d'un bouc émissaire. Car en réalité, l'appartement de M. Boluffer n'est que l'un des 350 logements de grand standing que détient la ville de Paris. Depuis longtemps, l'attribution de ces appartements de luxe échappe à tout contrôle. L'affaire Boluffer a mis en évidence l'un des principaux problèmes de ce dossier: comment sont attribués les logements sociaux. De retour à la rédaction de Cellules de crise, je propose d'aller plus loin dans mon enquête. Et on a exploré toutes les pistes. On est au bout de la course, là, où on peut frapper à quelques portes encore ou pas? Alors là, je pensais aller voir au bureau de l'habitat et du logement, c'est-à-dire le bureau où ils reçoivent toutes les demandes de logements sociaux à Paris. Enquêter, voir en fait comment ça se passe pour tous ces dossiers. Il y en a 109 000. Comment ils font pour choisir un dossier plus qu'un autre? Parce que tout est urgent. Donc ils font comment? C'est ça que je trouve intéressant en fait. Comment ils décident de, voilà, j'ai un logement de tel type de disponible, qui je veux mettre dedans? Comment ça se décide ça? D'accord, si vous voyez le dossier de Cathy, vous le sortez, vous le mettez en priorité? D'accord, oui. On essaye au moins de vérifier s'il est bien dans l'armoire et de demander comment est-ce que cette personne va pouvoir arriver en haut de la pile. Oui, oui, tout à fait. Au cœur de Paris, à la direction du logement et de l'habitat. Cette femme dirige le bureau des demandes, un poste très sensible. Ses collègues et elle ont déjà été menacés par des personnes en attente de logement. Vous ne verrez donc pas leur visage. Avec 4000 logements disponibles par an, les attributions sont rares et difficiles. Un 4 pièces vient de se libérer dans cet immeuble. Il va être attribué après une longue série de sélections. Tout commence dans ce bureau. Donc là, entre autres, un F4 dans le 15e arrondissement. 85 mètres carrés, 647 €, charges comprises. Voilà. Pour ce seul logement, 6000 familles sont candidates. Un ordinateur permet de faire un premier tri. Date de naissance, nombre d'enfants, date de la demande, autant de critères que l'on rentre dans la machine. À la fin, il ne reste plus que 20 dossiers. Sur ces 6000 dossiers, pour arriver à 20, il y en a qui passent à travers la maille de ces filtres. En tout cas, ceux qui seront choisis ont été choisis en fonction de critères bien précis. Tout le monde a sa chance, sauf qu'effectivement, au vu du nombre de logements disponibles en grande taille par rapport à la demande, c'est sûr que il y a une chose qui est sûre, ce sont des critères totalement objectifs. De toute façon, ils répondent à des critères objectifs, tous ceux qui sont choisis. Deuxième étape pour les 20 dossiers rescapés. Plus question d'ordinateur, cette fois tout dépend de l'étude approfondie faite par cet homme. Justement, un élément du dossier va attirer son attention. Il y a une chose qui m'échappe dans le dossier, et ça moi je l'ai vu dès sur la feuille. Logiquement, quand on est RMI, on touche l'allocation logement. Donc je me pose la question. Mais là, ils sont dans 20 mètres carrés, hein, donc il se peut que la CAF quand même ait interrompu les prestations. Hein, il n'y a jamais eu la CAF. Hein. Oui, parce qu'ils n'ont jamais été dans le. Il n'y a jamais eu la CAF, puisque je l'ai là. Pour lui, cette anomalie exclut d'office ce dossier. Mais pour sa responsable, en revanche, tout est normal. Oui, quand ils avaient 2 enfants, parce que c'était encore dans les normes, mais avec les enfants supplémentaires, c'est fini. Il y a 3 enfants, il n'y a plus de. Voilà, ils sont vraiment en normes là. Donc là, oui, non, là, ils sont vraiment dans les clous. Hein, c'est vraiment une famille dans les clous. Ça fait. Il y a un critère d'urgence. En fait, il n'y avait aucune erreur dans le dossier. Cette fois-ci, la chef de service était là pour rattraper le coup, mais c'est rarement le cas. Alors je me pose cette question. Certains dossiers passent-ils à la trappe sans raison?
Personne n'est infaillible. Il faut vraiment être... et la sensibilité de là, elle n'est pas forcément la même que ma collègue à côté. 4e sélection. Il n'y a plus que 10 dossiers, que des cas urgents. Il faut en retenir 5 pour demain. Le dernier choix, c'est elle qui le fait, seule dans son bureau. Une famille semble mieux placée que les autres. Donc là, j'ai cette famille. Madame est handicapée, les 2 enfants sont atteints de myopathie, ils sont en logement temporaire. Ça, c'est le genre de famille que je peux pas laisser dans cette situation-là. Ils n'ont que 47 mètres carrés. Un enfant de 8 ans, un enfant de 12 ans, ça, je vais les retenir. Parce que, bon, pour des raisons, il y a une urgence médicale. Quelque part, à un moment donné, on fait aussi appel à ce qu'on a une conviction profonde, finalement. Bon, maintenant, je vais repartir en me disant que ces familles-là, de toute façon, seront ressorties un jour en requête. Ça vous fait mal au cœur? On a l'impression que ça vous fait mal au cœur, en fait. Bah, je sais pas, ça vous fera pas mal au cœur de choisir entre 2 familles qui vivent dans 1 mètre carré. Ouais. La 5e étape, la dernière, aura lieu le lendemain. Autour de la table, la commission d'attribution est constituée d'élus et de membres d'associations. Ils vont décider quelle famille occupera le F4. La mère de famille handicapée et ses 2 enfants myopathes provoquent une vive émotion. Et aujourd'hui, vous les avez... C'est la journée... C'est affreux, hein, c'est des enfants qui vont en régressance, c'est terrible. C'est horrible. Terrible. Il y a 4 enfants en bas âge. Cette famille est préférée à une autre, 2 adultes, 4 enfants, logés dans 30 mètres carrés depuis 10 ans. Bon, je dirais qu'on aurait plus de capacité de logement, on n'aurait peut-être pas la même analyse. Aujourd'hui, voilà, il faut faire des choix. C'est difficile, mais voilà, on l'assume. Désormais, la question de la transparence des attributions me semble lointaine. Le vrai problème, c'est l'urgence. Nous allons encore en mesurer l'ampleur dans cette pièce très spéciale. Ici sont archivées les 109 000 demandes de logements sociaux de Paris. Le sol, en béton, a été renforcé pour éviter qu'il ne s'écroule. L'ensemble des dossiers de tous les demandeurs de logement se trouve dans cette pièce-là. Et donc si je vous demande, par exemple, un dossier dont j'ai le numéro, vous pouvez le retrouver. Si vous me donnez le numéro, je peux le retrouver. Alors, donc, c'est ce numéro-là. Il doit se trouver par là-bas. N'importe qui peut venir consulter son dossier ici ou... Ah non, pas n'importe qui. Il y a les agents. C'est les agents du service qui ont accès à ces dossiers. On est un peu dans les coulisses secrètes. Bonjour, monsieur. C'est le numéro de Cathy que je lui ai communiqué. Son dossier est là, assez facile à trouver. Mais pour la chef de service, ce n'est qu'une demande parmi tant d'autres. Donc le dossier est bien là. Le dossier, voilà. Il est là. On en étudie des comme ça toutes les semaines. Je ne sais pas quand on pourra étudier celui de cette dame. Je ne peux pas. Tout dépendra de nos disponibilités également. Quelques semaines ont passé, l'hiver a pris ses quartiers, le thermomètre descend en dessous de 0 à Paris. Cathy est toujours à l'hôtel, elle déprime. Comment ça va? Comment ça va, Cathy? Bah, pas très bien, parce que là, en ce moment, il n'y a pas de chauffage ici à l'hôtel depuis bientôt 15 jours. Et il n'y a pas d'eau chaude non plus. Donc, pour se laver, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je suis obligée de prendre des casseroles d'eau et aller les faire chauffer en bas dans la cuisine. Si je mets du côté de l'eau chaude, en plus, elle est plus que froide, elle est gelée, l'eau. Elle est même pas froide, elle est gelée. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse nouvelle donc, dans le dossier. Pour l'instant, j'ai pas eu d'appel, donc j'attends. Pour l'instant, tu sais pas s'ils se sont occupés de ton dossier ou pas, quoi. Non, je sais pas. Je sais pas où est mon dossier. En l'absence de logement vacant, la situation de Cathy me semble bloquée. Mon enquête me mène à Marseille, car là-bas aussi la crise du logement sévit, même si elle présente un autre visage. Et notamment dans les quartiers nord. Ils sont en pleine rénovation. Ce sont les quartiers populaires de Marseille, là où se concentrent les logements sociaux.
Nous nous rendons au Cèdre. Dans ce quartier, 300 logements sont promis à la destruction, mais sans échéance précise. Les habitants ont dû partir. Des immeubles entiers sont murés et vides depuis 2 ans. Nous avons rendez-vous avec Christelle. Elle veut nous faire visiter une tour à 5 minutes de là. Cette tour fait partie du plan de rénovation, mais personne ne sait quand elle doit être démolie. J'ai toujours entendu qu'ils voulaient détruire l'immeuble. Ça fait plus de 20 ans qu'ils veulent le détruire. C'est pas pour demain, sans doute. Non, je pense pas. Voilà les portes à code. Pourtant, le bailleur a déjà pris les devants. Et peu à peu, la tour se vide. Ça fait 3 ans qu'elle est vide. Des portes à code, il y en a sur 18 étages. Ce sont des portes blindées. Elles sont posées par le bailleur pour éviter les squats. C'est la preuve irréfutable que le logement est vide. Voilà, là vous en avez un autre. Donc si on tire sur la porte, en fait, ça fait quoi? Ça fait rien, vous pouvez pas rentrer. Encore un appartement à code. Là vous avez encore un T3. Là vous en avez 2 sur cet étage. Vous avez le T2 et le T3 qui est là-bas en face. Là vous en avez un autre. Voilà, encore un T2. Et là, ceux-là, c'est des T3. Donc de quoi loger quand même famille avec enfants? Oui. Oui, tout à fait. Une surprise nous attend. Ces portes blindées n'ont pas arrêté Christelle. Quand elle s'est retrouvée à la rue, expulsée, elle a pris possession d'un appartement au 3e étage, son squat. Allez-y, rentrez. Lève-toi, j'ai au milieu mes 4 enfants. Alors la plus grande, elle a 7 ans le mois prochain. 4 ans le mois prochain. Il vient de faire ses 2 ans et 11 mois. Le squat a été une solution très facile pour Christelle. L'appartement était vide depuis 3 ans et elle n'a eu qu'à s'installer. La porte avait été forcée. Il y a quelqu'un qui a cassé, qui a très mal cassé parce que la porte a été voilée et tout. Et comme je suis un petit peu bricoleuse, eh ben, j'ai fait un bricolage. Voilà. Porte, bon, elle se ferme pas bien, puisque là, elle a des passages et tout. Mais j'ai bricolé, j'ai mis des verrous. Et puis, eh ben, je suis rentrée. Hein. La chambre des filles. Ici, vous avez la chambre des garçons. Et là, c'est un appartement, tout ce qui est de plus normal, quoi. Je veux dire, vous avez l'électricité. Ah, j'ai l'électricité avec mes factures EDF. J'ai fait venir le câble. Qui m'ont placé le câble, donc je suis câblée pour la télévision. Pour la télévision avec des décodeurs et j'ai le modem d'internet. Donc par rapport à ça, je suis tout à fait. Ma cuisine est en règle, j'ai le gaz, machine à laver, frigidaire, congélateur, une maison normale. Mais la seule chose qui me manque, c'est que les HLM me fassent un bail. Pendant 2 ans, personne ne s'est rendu compte qu'elle occupait l'appartement. Aujourd'hui, elle est menacée d'expulsion. Ses voisins ont même signé une pétition pour la soutenir, mais elle n'arrive pas à régulariser sa situation. Je suis prête à payer mon loyer et les 2 ans dans lesquels je vivais dans l'appartement, à les rembourser aux HLM par petite mensualité, parce que d'un coup, je ne peux pas. Mais par petite mensualité, je m'engage à leur rembourser. Ben, ils ne veulent pas. Apparemment, ils ne veulent pas, puisqu'ils m'ont donné 3 mois pour sortir. Si d'ici là, je n'ai pas trouvé, ben, on recassera. Hein. C'est ça la crise du logement. D'un côté des gens sans toit, de l'autre des projets de démolition sans échéance précise. Dès mon retour, je dois questionner le bailleur social propriétaire de la tour. Quand doit avoir lieu la rénovation qui justifie que l'on vide ces logements? Dans le jargon, on appelle ça l'ANRU. La question que je me suis posée tout de suite, c'est comment ça se fait qu'il y ait eu autant d'appartements qui soient vides? Normalement, il y a un projet de dossier de renouvellement urbain de l'ANRU et la tour doit être démolie. Ça doit être démoli quand? Écoutez, normalement, je n'ai pas de délai précis parce qu'il y a eu une première réunion à l'ANRU. Je pense qu'il y a encore pas mal de questions posées. Théoriquement, si vous voulez, j'espère qu'il pourrait y avoir une convention ANRU en 2008. Mais ce qui fait qu'en attendant, il y a effectivement entre 15 et 20 logements qui sont vides, alors qu'il pourrait y avoir des gens qui habitent... De toute façon, on ne peut pas relouer, parce que si on démolit, on ne remplit pas ce qu'on va démolir. C'est une question de bon sens, quand même. Même si ça prend 5-6 ans? Écoutez, c'est très variable. Ouais. Ici, je reconnais que c'est très long, même extrêmement long. Depuis début janvier, la loi Dallot est entrée en vigueur et le logement est devenu un droit.
Les citoyens sans logis ou mal logés pourront traduire l'État français en justice, et ce, dès la fin 2008. Cathy a toujours un dossier rouge entre les mains. Elle va le déposer à la préfecture qui va étudier sa situation. C'est la première étape pour avoir une chance de bénéficier de la loi Dallot. Pour Cathy, c'est un nouvel espoir, mais elle va vite déchanter. Bonjour. Vous asseoir. Bonjour madame. Alors c'est pour un dépôt. Oui. Ça justifie de l'état de mon logement. C'est le contrat, mon dernier contrat en fait, avec la fiche de paye derrière. Une nouvelle fois, elle donne tous ses justificatifs. Travail, enfants, logement. Ça c'est le devis de l'hôtel où je suis. Ça c'est la participation. Son dossier sera-t-il validé? Sa situation sera-t-elle déclarée prioritaire? De toute façon, elle n'aura pas de réponse avant 6 mois. 6 mois d'hôtel, 6 mois de galère. Au bout de 6 mois, donc on a une réponse? Je pense. Ah, vous ne savez pas? Non, ça je ne sais pas. Les délais d'attente, etc., vous ne pouvez pas nous répondre? Les délais d'attente sont quand même importants puisqu'il y a de nombreuses demandes qui sont déposées. Oui, ça on s'en doute, mais enfin, c'est pas très précis quand même. Aucune réponse claire, juste un numéro d'enregistrement, encore un, et même pas un sourire. Au revoir. Ce jour-là, comme Cathy, 150 personnes ont déposé leur dossier. Pour moi, c'est une illusion. Je vois pas la différence entre déposer ce type de dossier et aller déposer un dossier de demande d'HLM à la mairie. Donc sincèrement, je vois pas où est l'avancée, qu'est-ce que ça va changer. Je comprends pas, c'est vraiment un gadget, quoi. On fait croire aux gens que c'est la solution pour reloger les familles et finalement, ça sert à rien du tout. Cathy s'éloigne, ses espoirs se sont évanouis. La loi Dallot tiendra-t-elle ses promesses? Après plusieurs semaines d'enquête, il nous faut poser la question à celle par qui la loi est arrivée, Madame Boutin. La ministre nous donne rendez-vous un soir après un déplacement en province. Je prends le train pour une dernière interview avec elle. Je suis sûre que la loi Dallot permettra à terme à l'ensemble de nos concitoyens de trouver un logement. Mais immédiatement, on va essayer de parer au plus pressé, parer au plus urgent, parer aux situations les plus invraisemblables et inacceptables. On va gérer encore l'urgence pendant quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Quand je dis quelques années, c'est 2 ou 3 ans. Enfin, c'est ce que j'espère en tous les cas. Mais à terme, je suis sûre que la loi Dallot a sa justification. Après quelques hésitations, je lui redonne la lettre que Cathy lui avait écrite. Je ne cherche pas un passe-droit, mais à répondre à cette question, que peut vraiment faire un ministre du Logement en cette période de pénurie d'appartements? Je vous remercie d'avoir pris le temps de dire ce que Elle lit la lettre. en ce qui concerne ma demande de Sa réponse est un nouvel aveu d'impuissance. Un accord collectif depuis 6 mois derniers. J'ai demandé à mon service de trouver une réponse. On va sans doute trouver une réponse pour elle dans le mois, dans les 15 jours, 2 mois, 3 mois qui viennent. Et puis on va lui trouver une réponse. Parce que voilà, elle aura eu la chance de rencontrer le ministre. Ce qui n'est pas satisfaisant du tout. Vous comprenez? Voilà. Grâce à la recommandation du ministre, Cathy a été reçue par des bailleurs. Elle a bon espoir qu'on lui attribue un appartement dans le mois à venir. Mais nous, on n'est pas dans Les hôteliers indélicats continuent d'assigner en justice pour défaut de paiement les familles qui logent dans des appartements délabrés. Eux-mêmes sont sous le coup d'une enquête fiscale. des boui-boui ou des caves qu'on donne. Hein. Jean-Paul Bolufer, l'ex-directeur de cabinet de Madame Boutin, s'est vu signifier la fin de son bail. Lui aussi va devoir se trouver un logement. À ce jour, à Paris, il y a toujours 10 000 sans domicile fixe et 9 000 familles hébergées à l'hôtel.